Et donc, première table ronde de cet après-midi avec la thématique de la pharmacopée traditionnelle. Je vais laisser donc la parole à notre modératrice Marie Valleux qui va inviter nos invités à se présenter. Voilà. Donc, je te laisse la parole, Marie. Alors, bonjour à tous et bienvenue au 21e FIFO. On se retrouve aujourd'hui pour une série de rencontres dans des conditions un peu particulières puisque les conditions météo nous ont forcés à réorganiser le festival et à proposer ces rencontres donc en salle Mouriaveil plutôt que sur le Pepe à Hiro. Donc aujourd'hui, cette table ronde va concerner la pharmacopée traditionnelle, puisque dans la sélection de ce 21e FIFO, nous avons le plaisir de projeter le film hors compétition Troisième feuille, réalisé par Virginie Tetofa et qui parle notamment de pharmacopée traditionnelle polynésienne, en retraçant entre autres l'histoire de Mama Vahineli, une tradipraticienne de la presqu'île de Tahiti. Pour en parler, j'ai la chance d'accueillir à mes côtés Tevini Teai, notre actuel ministre de l'Agriculture et des Ressources marines, mais surtout docteur en chimie et maître de conférence à l'Université de la Polynésie française. Nous accueillons également, j'allais dire la famille, mais la dynastie Monnier aussi. Donc à nos côtés, Nirvana Bonnier-Brodien, pharmacienne, Philippe Monnier, pharmacien également, et Thierry Monnier, pharmacienne aussi. Donc, on a toute une dynastie, comme je disais, de pharmaciens. Bienvenue à tous les quatre et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Pour commencer, j'avais une question pour Nirvana, en fait. Le personnage de Mama Vahineli qu'on découvre dans le film de Virginie Tetofa est ta grand-mère. Est-ce que tu l'as personnellement connue? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'elle? En fait, je l'ai connue un petit peu, mais moins quand même que mes cousines, comme Hinano, qu'on voit dans le film, parce qu'elle habitait à Toronto, alors que nous, on habitait à Papeete. Donc, on allait à la presqu'île quand il y avait des vacances. Hein. Mais c'est vrai que il y a eu plein d'histoires familiales qui ont été racontées par rapport à grand-mère. Et mais si tu veux, l'histoire la plus drôle, on va dire ça comme ça, c'est quand j'ai été piquée par le nho et que j'ai été soignée, mais grâce à ses connaissances. Je sortais de l'eau, il y avait la douleur qui montait, et après je tombe dans les pommes. Et puis après, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais donc, Hinano raconte ça dans le film. Et puis après, on est reparti à Papeete, mais il n'y avait aucune séquelle. Donc voilà, ça c'était... ce sont les souvenirs que j'ai. Il y en a encore d'autres, mais déjà celle-là, c'était pas mal. C'est déjà pas mal, oui. Est-ce que tu te souviens de ce qu'elle a utilisé pour te soigner? C'est indiqué dans le film, hein. Oui, Hinano en parle. C'était la crosse des fougères, le awa. Voilà. Il a fallu qu'elle la mâche, parce qu'il fallait aller vite, parce que j'étais dans le coma, quoi. Il a fallu qu'elle mâche avec ses dents, et puis après on a mis ça dans la plaie, qui a été ouverte entre-temps, et puis elle a eu la bouche qui était complètement anesthésiée. Oui, c'est ce qu'elle raconte dans le film, effectivement. Et est-ce que tu as des souvenirs de Mama Vahineli qui préparait des rauitaiti? Là, pas trop. Parce que, comme je disais, j'habitais en ville. J'étais quand même petite, hein, gamine, et puis après on est parti à Nouméa, j'étais quand même petite aussi. D'accord. En train de préparer, non, mais... non. Ensuite, Philippe, toi-même, tu es pharmacien également, comme je disais au début. Ensemble, vous avez monté la pharmacie de Tiapa,
je crois. Et aujourd'hui, Philippe, tu produis aussi des hydrolats de plantes locales reconnus pour leur propriété. Est-ce que tu peux nous en parler un peu, nous dire comment est-ce que tu as développé ces produits-là et comment surtout les plantes que tu utilises ont été identifiées à la base? Oui, merci pour ta question. Donc c'est vrai que ça fait pas mal de temps que je suis sur les plantes polynésiennes. D'abord parce que bien sûr avec Nirvana, on en a souvent parlé dans les milieux familiaux, ce qui est logique ici avec nos familles polynésiennes. Donc on a souvent parlé depuis de nombreuses années. Moi, de par mon travail aussi à l'époque, puisque j'étais pharmacien de l'hôpital, pharmacien-chef de l'hôpital, infirmier hôpital Jean-Prince. Donc déjà à l'époque, on avait pas mal une clientèle polynésienne qui venait, et moi j'aimais bien discuter justement, bien sûr, en tant que pharmacien, de savoir ce que les uns et les autres utilisaient, etc. Donc déjà, ça fait déjà presque 40 et quelques années, donc déjà. Puis après, bon, j'ai été aussi quelques années après pharmacien-chef de l'hôpital Mamao, et là aussi j'ai connu beaucoup de personnes qui ont été, donc qui me parlaient des plantes, donc tout ça, ça faisait que je m'intéressais vraiment beaucoup à l'époque. Et bon, c'est vrai qu'à cette époque, il n'y avait pas beaucoup de monde qui s'intéressait aux plantes polynésiennes. Enfin, je parle de monde, des gens qui travaillaient avec moi, quoi, hein, ou des médecins, des gens qui venaient de l'extérieur, et pour qui les plantes polynésiennes n'avaient pas d'intérêt. Alors que nous, on savait très bien que ça avait un intérêt certain. Et cet intérêt, je l'ai retrouvé après, dans les années 80 et quelques, quand j'ai été pharmacien-chef je me suis occupé de la surveillance des sites de Mururoa, du CCEP, et j'étais justement dans la protection. Et j'ai décidé d'aller chercher des plantes pour voir si ces plantes-là étaient contaminées ou non, bien sûr, par les essais nucléaires. Et ces plantes-là, je les ai connues à plusieurs aspects. Aspect d'abord qu'on allait voir les populations locales. J'étais encadré par des Polynésiens, des gens de Malardé notamment, des plongeurs, des gens on allait sur les îles. C'était déjà quelque chose d'important. Donc cette découverte, et aussi avec des scientifiques qui sont venus à cette époque-là au niveau du CEP, comme des gens du Muséum d'histoire naturelle, des gens comme ça, et donc qui étaient des botanistes d'un très haut niveau et qui m'ont appris justement à reconnaître les plantes, le nom tahitien, le nom botanique, l'espèce et la variété. Et tout ça après, j'ai pu le mettre en forme quand j'ai pris ma retraite et que j'ai pu créer justement ce laboratoire, il s'appelle le comptoir des plantes polynésiennes, qui pour moi était vraiment quelque chose que je voulais vraiment développer. Et à ce moment-là, j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs personnes, donc notamment Taïvini et l'université, et donc avoir beaucoup de rapports à ce niveau-là, donc des rapports déjà beaucoup plus importants, beaucoup plus scientifiques. Voilà. Et on a eu aussi d'autres personnes, je citerai aussi, comment elle s'appelle, Francine Baudry, qui est aussi une spécialiste des huiles essentielles, des choses comme ça, et qui nous a permis aussi d'aller beaucoup plus loin, et donc de faire, à l'heure actuelle, de formuler et de réaliser ce qu'on appelle des hydrolats, nos hydrolats, qui sont d'ailleurs brevetés, qui ont un dépôt, voilà, un dépôt, ça a été déposé en tant que, voilà, hein, donc, oui, il y a eu un brevet qui a été déposé sur la fabrication de ces hydrolats. Tout à fait, comme ça au moins ça nous protège dans un premier temps pour éviter, on ne sait jamais, des biopiratages, des choses comme ça qui à l'heure actuelle sont monnaie courante. Voilà. Donc à l'heure actuelle on en est là et on développe beaucoup nos plantes. Voilà. C'était ma question suivante d'ailleurs. Comment est-ce que ces produits sont protégés et comment ça a été fait? Alors protégés, c'est vrai que là on attend, on en discute souvent avec Taïvini bien sûr, on attend vraiment une légalisation de nos plantes, et notamment une pharmacopée traditionnelle, de manière à ce qu'ils soient reconnus, j'allais dire au niveau, on va dire mondial, puisqu'il y a beaucoup de gens qui nous appellent justement pour savoir si on peut exporter nos hydrolats. Je vois aujourd'hui j'étais avec des Canadiens qui doivent passer demain, on a des Américains, on a bien sûr beaucoup de métropolitains. Donc on a quand même un avenir qui est très intéressant par rapport à... Et les gens découvrent un peu la valeur de nos plantes et ils sont vraiment étonnés de savoir qu'on a ces plantes qui sont, comme on l'avait déjà vu dans les études qui ont été faites précédemment, qui ont des principes actifs qui sont on va dire, sans avoir un pitot qui grossisse à vue d'œil, on a quand même des plantes qui sont les meilleures du monde en termes de principes actifs. Hein. On ne retrouve pas les mêmes principes actifs à un niveau si important dans d'autres mêmes plantes qui sont par exemple récoltées ou développées, que ce soit en Chine, aux Indes, dans les autres pays du monde, aux États-Unis. On a vraiment des laboratoires qui nous analysent en Europe et des laboratoires vraiment de très haut niveau nous ont dit mais vous avez vraiment les plantes qui ont les principes actifs les plus intéressants. On sait pourquoi, on connaît notre nature, on sait que nous, voilà, hein, on a le soleil, on est militaire,
on a notre sol, on a énormément de choses qui font que d'autres endroits du monde n'ont pas la même chose. Voilà. Combien de temps le développement de ces hydrolats a pris? Oh, ça a pris quoi, 5-6 ans minimum, même plus je crois. 6 ans, bien 6 ans, moi plus. On a demandé aussi à Taïvini, puisqu'il était au départ aussi de cette aventure, on va dire, parce que les gens ne connaissaient pas ce que c'était un hydrolat. Quand on disait hydrolat, ils disaient, ah, mais hydrolat. Mais oui, personne ne savait ce que c'était un hydrolat. Donc il a fallu expliquer que c'était quand même quelque chose de moderne et que finalement on décodait un peu la médecine traditionnelle avec des techniques qui sont, on va dire, très modernes à l'heure actuelle, puisqu'on vient juste de créer l'hydrolathérapie en France. On appelle ça l'hydrolathérapie, donc la science, comme on l'a fait pour les huiles essentielles. Avec, voilà, donc on a créé l'aromathérapie, vous connaissez. Voilà, maintenant c'est l'hydrolathérapie qui est reconnue à un niveau universitaire en métropole notamment. Donc voilà, donc on arrive vraiment dans une phase intéressante. Alors justement, Taïvini, c'est quoi un hydrolat? Oui, alors tout d'abord, en fait, je voudrais refaire un petit historique en fait, de notre... comment on s'est connu avec Toth et Philippe Monnier. Donc j'ai commencé en 1998 à l'Université de la Polynésie française en tant que maître de conférence en chimie. Et très vite, de toute façon, de par le milieu familial, mon intérêt pour les plantes, il m'a semblé plus qu'indispensable de ne pas rester que cloîtré dans le laboratoire, mais d'aller à la rencontre d'industriels, de pharmaciens. Et c'est sous l'impulsion en fait, de mon cousin Édouard Suaz, qui habite juste à côté à Papéhoué, à Paër, moi j'habitais fin Punaouia, qui me dit, mais tu sais, tu devrais aller rencontrer ce pharmacien là-bas, Tiapé, il fait des choses intéressantes. Ah ok. Et donc je tape à la porte, enfin je l'appelle. À l'époque il n'y avait pas encore le Vini. Donc j'appelle Monsieur Monnier, je dis voilà, je me présente, je m'appelle Taïvini, je suis chimiste, je travaille sur les plantes et j'aimerais bien qu'on discute. Et ça a pris rapidement en fait avec Philippe. On a tout de suite eu cet intérêt de travail en commun. De toute façon, en tant qu'enseignant-chercheur, immanquablement, mais tu sais aussi bien que moi, on ne peut mettre en place, développer des projets de recherche qu'en collaboration avec d'autres équipes. Et ça n'existe plus maintenant, le chercheur isolé. Et ensuite, c'est en 2002 où j'ai eu la charge de mettre en place une plateforme de technologie sur les substances naturelles, que l'on a pu faire l'acquisition d'un vapodistillateur qui était auparavant basé sur le campus de l'IRD à Arouet. Et ça nous a permis, alors c'est vrai qu'à l'époque, moi j'étais essentiellement focalisé sur des plantes aromatiques à fort potentiel huile essentielle. Mais du coup, ça a permis aux industriels de la place de se familiariser avec cette technique d'extraction. Et c'est Philippe en fait, qui a eu l'idée, lui, d'en acquérir un de façon privée et de pas aller vers les huiles essentielles, puisque les huiles essentielles, les rendements, si je prends l'exemple du Militaratoni ou du Moteuil, sont deux plantes à fort rendement qui sont supérieures à 1%. Donc 1%, ça veut dire quoi? Ça veut dire avec 1 kg de feuilles ou de fleurs, vous avez 10 ml de produit, ce qui est vraiment très très peu. Et Philippe a eu cette idée géniale de s'orienter plus vers l'hydrolat. Donc l'hydrolat, c'est quoi? Ou les huiles essentielles, c'est quoi? C'est le principe, je dirais, de la cocotte minute, où vous mettez à chauffer de l'eau avec une matière végétale. Cette eau qui vient à ébullition ensuite va entraîner avec elle des composés aromatiques. Et ces composés aromatiques vont se retrouver dans la vapeur d'eau. Important ensuite de condenser cette vapeur d'eau pour la faire se retransformer en eau liquide. Et on s'aperçoit que cette eau a un léger trouble. Ce trouble visuel est dû notamment à la présence de composés qui ont des activités biologiques. Et c'est vrai que finalement ça se colle bien par rapport aux préparations de Nora Aoteiti, dans la mesure où la plupart de nos Aoteiti sont faits à partir d'extraction aqueuse. Alors c'est pas de l'eau du robinet, hein, mais c'est du papehari, de l'eau de coco. Avec cette fois-ci la particularité quand même, c'est que les plantes sont mis à broyer avec l'eau de coco. Donc on ne récupère pas que les
molécules qui sont présentes dans les hydrolats, mais également tout un autre panel de molécules, des tanins, des composés, des pigments, qui vont avoir des propriétés complémentaires. Et ce qui a vraiment été, je le répète encore, original dans la démarche de Philippe, ça a été finalement de se focaliser sur une méthode d'extraction que l'on peut, pour laquelle on a un processus d'extraction bien défini, on a une quantité de plantes bien définie, on a un temps d'extraction bien défini, on a une qualité de l'eau qui sont bien définies, et de façon à finalement avoir un cahier des charges du produit qui est obtenu. Et c'est fort de ces données qu'on a pu en effet déposer un brevet. Mais là encore, c'était pas gagné d'avance. C'était pas gagné d'avance parce que le process d'extraction par la vapeur d'eau est un procédé qui est connu depuis les Égyptiens, même auparavant. Donc toute la particularité de ce dépôt de brevet, ça a été de nous orienter vers des plantes qui ne sont pas aromatiques. Donc notamment le cocotier, notamment l'aloe vera, et bingo, quoi. Ça a permis de protéger le procédé, au bénéfice donc d'une société locale et au bénéfice d'une valorisation ici locale. D'accord. Est-ce que Timéry, toi, dans ta carrière, en fait, tu es aussi pharmacienne. Est-ce que donc d'une autre génération que tes parents, est-ce que à ton époque, toi, est-ce que ces produits d'origine naturelle étaient déjà en vogue dans le cursus classique de pharmacien? Alors c'est une très bonne question. Non. Je vais pas. Je la pose parce qu'en fait, on a un peu le même cursus. Oui, voilà, c'est une bonne question. Donc non, bien évidemment, pharmacologie, tu en as fait. On est plus sur des molécules chimiques pendant notre cursus pharmaceutique. Et vraiment très très peu de mycologie, donc étude des champignons. Et après, au niveau des plantes, encore moins. Donc c'est ça qui est dommage, je pense, dans le cursus actuel, des études de pharmacie. Ouais. On est plus focalisé sur les grosses molécules chimiques, tous les bêta-bloquants, bref, tous les organes du corps, mais pas forcément soignés avec les plantes. Comment tu es venu à t'y intéresser alors? Déjà la botanique, parce que quand tu rentres en première année de pharma, tu as de la botanique tout de suite, donc ça c'est intéressant. Et puis se dire que toutes les plantes en fait, qui sont autour de nous ont des molécules et soignent. Donc c'est à partir de là où je me suis dit qu'il fallait qu'on... Enfin en tout cas, ça restera toujours un conseil associé au comptoir pour moi, quoi. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire rapidement quels ont été les principaux travaux menés sur les plantes de la pharmacopée polynésienne? Alors, les principaux travaux, en tout cas je peux parler des travaux que j'ai pu mener, parce qu'il y a d'autres équipes à l'université et également des chercheurs internationaux qui peuvent venir en Polynésie pour travailler sur nos plantes, bien entendu avec autorisation, notamment de la direction de l'environnement. Mais pour ma part, ça a commencé en 91. En 91, où j'ai, lors de la maîtrise de chimie, alors la maîtrise, c'est un vieux nom obsolète, il y en a qui vont croire de quel temps il date. C'est ce qu'on appelle maintenant le Master 1. Donc on avait l'obligation de faire un stage. Et j'ai travaillé sur le Havaro. Et en fait, le Havaro, il y en a juste à l'entrée de la salle Mouriaveil. Oui, c'est vrai, juste à côté. Et le Havaro fait partie des 2 plantes de la pharmacopée traditionnelle qui contiennent des salicylates, des esters salicyliques. Et le salicylate, en fait, est l'équivalent de l'aspirine. Et lorsqu'on regarde en effet l'utilisation du Havaro, c'est pour ses propriétés fébrifuges, c'est-à-dire ses propriétés de faire tomber la fièvre.
Ensuite, pendant mon parcours scientifique, je suis passé de la terre à la mer, enfin à l'océan, en travaillant sur les coraux et en travaillant sur la ciguatera. C'est en fait en revenant à l'université en 98 que le directeur de l'époque, M. Bianchini, m'a demandé de travailler sur les plantes. Au départ, ça a été les fruits tropicaux, donc pas forcément des activités biologiques, quoique maintenant on se rend compte que les composés aromatiques qu'on retrouve dans les fruits font partie également des composés qu'on retrouve dans les hydrolats. Mais parce que ces techniques d'extraction, je suis chimiste, donc après ça a été de passer de ce monde des fruits tropicaux au monde des plantes aromatiques, et les plantes aromatiques ayant des potentiels biologiques, ça a été de passer sur les plantes médicinales. Et la première, mais là ça a été une direction, un encadrement de thèse, ça a été de M. Reyman Aho, qui est maintenant maître de conférence aussi à l'université, ça a été de travailler sur le métaupois, la fougère médicinale qui fait partie des 5 plantes majeures, en tout cas la pharmacopée traditionnelle, en mettant en évidence que dans le métaupois, il y avait des molécules qui sont des régénérants cellulaires, sont des activateurs de synthèse protéique, c'est-à-dire que c'est l'équivalent en fait de l'épinard que Popeye mange, et puis après avoir mangé ses épinards, il a ses biceps qui grossissent. Et actuellement, ces plantes sont utilisées par des sociétés pour faire des crèmes cosmétiques de régénération cellulaire. Et ensuite, ça a été en 2004, on a fait le recrutement à l'université d'une collègue qui venait de Bordeaux, qui travaillait sur le cacao, qui avait mis en place des tests d'activité biologique. Donc Stéphanie, si tu nous entends, coucou. Où on a élargi en fait notre panel de travail, où jusqu'à présent, jusqu'en 2000, 2002, 2004, on travaillait sur les molécules, sur les ressources naturelles, en grande partie pour trouver des molécules nouvelles. C'est-à-dire il n'y avait que nous que ça intéressait, les chimistes, mais après, le monde scientifique s'est interrogé sur le fait que, oui, soit c'est bien beau vos molécules, mais à quoi ça sert? Et donc avec ma collègue, on a mis en place une plateforme de test d'activité biologique qui nous a permis, à partir de 2004, de tester tous les extraits de plantes que l'on faisait, extraits de plantes à queue, extraits de plantes éthanoliques, etc., sur des propriétés antioxydantes, antiradicalaires, et ensuite ça a été sur identifier des propriétés de prévention du diabète de type 2, acétylcholinestérase, c'est-à-dire maladie d'Alzheimer, également en protection des cancers de la peau. Mais tu as fait partie de cette belle épopée également, où tu as fait le criblage de plusieurs plantes qu'on a pu collecter au laboratoire. À l'heure actuelle, hein, sur les plus de 700 plantes présentes en Polynésie française, on a criblé comme ça plus de 10%, presque 4, enfin, entre 75 et 80 plantes, quant à leurs propriétés donc, de prévention du diabète de type 2, prévention des cancers de la peau et maladie d'Alzheimer. Et la thèse la plus récente, ou en tout cas la doctorante qui a soutenu très récemment, maintenant ça va faire 1 an, au mois de février, tiens, en 2023, c'était donc le docteur Ray Hay White qui a travaillé sur les différentes variétés de ourou et de fei, et elle a pu montrer que les feuilles de ourou avaient, en fonction de la variété, avaient des propriétés de prévention du diabète, et pour les variétés huero, avaient également des propriétés de prévention des cancers de la peau. Et pour la sève de fei, alors là, ça a été l'étonnement complet dans la mesure où elle a pu mettre en évidence qu'il y avait également des propriétés de prévention du diabète de type 2, mais avec des activités 10 à 15 fois supérieures au comprimé qui est prescrit par les médecins pour les personnes qui sont atteintes de diabète de type 2, c'est le miglitol, la carbose. Mais voilà, après, sont des études que nous menons donc au sein du laboratoire de chimie, mais c'est des études qui se font in vitro. Et le fei, le ourou, sont certainement pas des plantes qui sont inscrites dans la pharmacopée française. Donc on se retrouve après confronté à l'utilisation de ces plantes
enfin la difficulté plutôt d'utilisation de ces plantes, parce que nous sommes un territoire français, parce que si jamais il devait y avoir, quand tout va bien, mais si jamais il devait y avoir un accident thérapeutique, on va se retrouver sur le prescripteur, donc sur le pharmacien qui a élaboré l'extrait et sur le médecin qui a prescrit cet extrait. Et c'est là où tout est le travail complémentaire qui a réalisé, c'est-à-dire se faire inscrire certaines de nos plantes à la pharmacopée française, et ensuite, fort du statut de l'autonomie interne, de mettre en place, comme le disait très justement Philippe, une pharmacopée polynésienne où, avec bien entendu des référents, des pharmaciens, des docteurs, des médecins, des taoua, parce que c'est important aussi de garder cette connaissance ancestrale qui, si on ne le fait pas, va disparaître, donc pouvoir encadrer l'utilisation de nos plantes. Et là, pour le coup, étant ministre, ça fait partie des éléments pour lesquels on travaille au sein du ministère, donc notamment avec la direction de l'agriculture. Et ce lundi, donc en début de semaine, nous avons déjà eu une réunion, c'est la troisième en fait, depuis la prise en charge de mon mandat. Elle n'avait pas encore été réunie, donc une commission des plantes médicinales et aromatiques où on avance sur la mise en place d'un groupe de travail pour définir parmi les plantes que nous avons, celles qui sont déjà inscrites à la pharmacopée française, qui vont pouvoir être utilisées par tout un chacun, notamment dans le milieu hospitalier, et celles pour lesquelles on va avoir à faire un travail bibliographique, éventuellement peut-être encore un travail de recherche, pour valider leur utilisation au sein de nos milieux hospitaliers. D'accord. J'aimerais revenir un petit peu sur le film, le film de Virginie Tetofa. Est-ce que, du coup, je me tourne un peu vers Nirvana, est-ce que l'objet de ce film t'est apparu évident, en fait, et comment, en fait, est-ce que Virginie vous a approché pour parler de cet aspect de la pharmacopée traditionnelle? Attends, j'ai pas bien compris. L'objet du film, le thème du film sur la pharmacopée traditionnelle. D'abord, comment est-ce que Virginie vous a approché pour que vous participiez au film, pour que vous en parliez, et pourquoi est-ce que c'était important de le faire? Elle nous a approchés, En fait, c'est une connaissance. Donc, si je vais peut-être répondre à la question. On avait déjà fait un petit court-métrage sur les hydrolats en 2018, 19 par là. Et ça nous avait C'était hier. C'était hier, avant-hier. Et du coup, ça nous a un petit peu donné, comment on peut dire, des idées de films. Voilà, vraiment approfondir. Donc j'ai contacté Virginie Tetofa. Et voilà, du coup, on a travaillé comme ça ensemble. Mais c'est vrai que je pense qu'elle voulait plus mettre en évidence aussi le fait que ça soit quelque chose qui ne soit pas vraiment légal, en fait. Que nous, on était plus partis sur notre côté scientifique, docteur, etc. Donc voilà, le film, finalement, est assez complet. Parce qu'on parle de la médecine traditionnelle, mais aussi des tradipraticiens qui sont au CHPF de Mamao avec Jenny et le docteur Para. Donc voilà, ça s'est passé comme ça. D'accord. Et comment la collaboration s'est déroulée alors déjà sur le film, mais aussi avec, tu parlais des tradipraticiennes de l'hôpital. Alors, je vois pas tout non plus, mais je trouve très rare les occasions où on les voit dans les médias et où on parle d'elles. Je ne sais plus s'il y a des hommes aussi qui pratiquent avec elles, mais du coup, voilà, comment ça s'est déroulé, comment ça s'est fait? Comment ça s'est fait? La collaboration avec Virginie et les tradipraticiens de l'hôpital. On a eu des réunions en fait. Oui.
qui n'ont pas été prises dans ce film, notamment des réunions parce que Ginny font partie d'un groupe qui est à Bairao, qui s'appelle Maoi Concept, donc avec le concept Maoi, donc des jeunes. Il y a des praticiens, il y a des tatoueurs, il y a des artistes, des jeunes, un groupe de jeunes. Donc c'est vrai qu'on a fait des réunions là-bas, ils sont venus, ils ont tourné des morceaux, enfin ils ont pris des reportages, mais qu'ils n'ont pas intégré dans le film, mais ça leur a permis de rencontrer beaucoup de gens. On a fait des débats justement publics avec Totepala, avec Jenny, avec d'autres, là-bas à la presqu'île. Et suite à ça, elles ont dit, ben tiens, ces personnes-là sont intéressantes, ça serait bien qu'on puisse donc monter le film avec ces personnes-là. Donc voilà, donc après, il y avait le côté local avec Nirvana, avec Mama Vaineri, le côté donc plus officiel avec l'hôpital et Totepala. Et puis aussi un autre côté où on avait rencontré aussi un monsieur qui s'appelle Joël Ahe, qui est maire de Putoru à Taha, et qui nous a dit, tiens, j'aime bien ce que vous faites, est-ce qu'on peut avoir des relations plus importantes, etc. Virginie l'a su, et donc ça fait partie un des moments du film où on va justement à Putoru avec le maire, donc Joël Ahe, qui en fait invite ses classes, ses scolaires, à venir voir ce que sont les Lao Tahiti, les plantes. Et en plus, il a l'idée aussi à ce moment-là de créer un jardin médicinal, tout un espace. Donc c'est là ce qui est dans le film, on voit donc la création de son parc de plantes médicinales, etc. De la réunion avec des enfants, des jeunes qui connaissent pas les plantes et à qui on leur apprend, tiens, il y a telle ou telle plante, etc. La reconnaissance, parce que c'est aussi le but du film, c'est savoir qu'à l'heure actuelle, la reconnaissance des plantes, on le sait, ne se fait pratiquement plus. Je crois que les jeunes actuels sont plus intéressés par leur petit iPhone et Galaxy que de ce que la grand-mère est en train de raconter sur les plantes du jardin. Ils n'en ont rien à secouer, il faut être honnête. Et donc cette tradition se perd de plus en plus. Et si elle ne se perd pas, on a quand même des petits problèmes sur certaines plantes, puisqu'il y a le problème de la reconnaissance botanique, où je vais revenir aussi sur moi, mes collègues de l'hôpital, et notamment à l'époque du CHT, et des urgences. Quand je leur ai dit que je faisais des Lao Tahiti, ils m'ont dit, mais Philippe, c'est pas possible que tu fasses ça. Nous, on a eu tellement d'accidents avec ça. Et moi, quand je suis arrivé à l'hôpital Mamao, il y a des bébés qui sont décédés avec l'histoire de la troisième langue en prenant une fougère, mais cette fougère n'avait pas été bien typée, reconnue, et donc on a pris la fougère qui était toxique au lieu de prendre la bonne fougère. Donc ça a créé, et c'est passé de médecin en médecin qui se sont relayés à l'hôpital. C'était chaque fois ça. Et quand j'en parlais, on me disait, ah non, on ne veut pas entendre parler des plantes parce que voilà, là où tu as dit, pour nous, c'est... Voilà. Et donc, il a fallu toute cette période, comme dirait Taïvini, grâce aussi à lui, bien sûr, la manière dont tu as présenté les choses, en présentant justement la continuité de notre culture au niveau des plantes, d'une manière scientifique, d'une manière justement toxicologique, en disant, voilà, telle ou telle plante, on va peut-être pas la prendre en hydrolat parce que dedans, il y a des principes actifs qui nous semblent peut-être délicats. Donc on va la laisser de côté, on verra après. Il y a toute une génération qui, maintenant, peuvent, comme dirait Taïvini, travailler beaucoup, je pense, au niveau scientifique, parce qu'il y a énormément de variétés dans les plantes, comme je disais, des variétés, et qu'il faut reconnaître ces variétés-là. Et qu'on a aussi, ce qui est très intéressant aussi, savoir que, par exemple, je parlerai du Réa Tahiti, le Réa, que tout le monde connaît. C'est un des premiers qu'on avait monté avec Taïvini pour des recherches. Et on s'est aperçu que, par exemple, entre le Réa cultivé à Papala ou ici, sur la côte, et le Réa qu'on avait à Taha, c'était pas les mêmes, on n'avait pas les mêmes variétés, mais on n'avait pas le même biotope, enfin comme ça, la même terre, et que donc on avait des principes. Non plus. Voilà, et on n'avait pas les mêmes principes actifs qui étaient beaucoup plus riches, notamment là à Taha, que ici sur. Alors voilà, ça fait qu'il y a vraiment de quoi faire encore des recherches. Pendant encore très longtemps, on est en cobaltluciment. Voilà, on est cobaltluciment, mais ça nous a permis quand même de redécouvrir quand même toutes ces plantes-là et de dire que finalement on avait réussi par la science à décoder toutes ces plantes par justement la science et que finalement notre but à l'heure actuelle c'était de pouvoir transmettre à la population les bienfaits des plantes que leurs tapuna ont déjà utilisées il y a 1 ou 2 siècles avant et que ça vaut le coup peut-être de les utiliser maintenant parce qu'il n'y a pas d'effet secondaire. Voilà, et on a quand même tout un panel maintenant de plantes qui sont très intéressants au niveau médicinal et au niveau traitement de beaucoup de maladies. Voilà, la seule chose, c'est qu'il faut qu'on soit, c'est vrai, reconnu un peu en tant que complément alimentaire au moins, puisqu'on avait on avait beaucoup de problèmes avec les compléments alimentaires parce que
il faut que ça soit typé et que certaines plantes d'ici ne font pas partie des compléments alimentaires. Hein, voilà. Donc on l'avait cité aussi à l'époque, on voulait aller un peu plus loin en disant on est un peu bloqué par ça, et puis notamment on avait des espèces comme la vanille d'ailleurs qui ne faisaient pas partie qui n'étaient pas la vanille tahitienne, par exemple la vanille planifolia qui était classée en tant que complément alimentaire, et donc on a essayé de faire en sorte que tout ça soit rectifié. Donc je pense que tout ça c'est rectifié, mais il faut du temps. Hein, voilà, et donc je pense qu'un jour ou l'autre, on arrivera quand même à reconnaître pleinement notre médecine traditionnelle, nos plantes, nos Lao Tahiti. Qu'est-ce qui bloque encore ça? C'est le politique. Ce qui bloque, alors bon, il y a plusieurs facteurs quand même. Hein. C'est que la mise en place la venue du colon a fait que immanquablement il a voulu s'assurer de sa suprématie. Donc tout ce qui était de culture polynésienne, ça a été mis au banc de la société. Pas oublier que finalement, pour beaucoup des médicaments que nous prenons actuellement, pour 70% des médicaments que nous prenons actuellement ont quand même une origine végétale. Mais voilà, c'est rentrer ensuite dans cette médecine conventionnelle où c'est plus des extraits de plantes, où en fonction de la saison, en fonction du milieu environnemental, les concentrations de composés actifs vont potentiellement varier. Là, lorsqu'on prend par exemple un Doliprane, c'est un Doliprane 300 mg, 500 mg, 1 g. Et c'est bien, la posologie, elle est bien définie. C'est toute la particularité des plantes. Les plantes, en fonction du terrain sur lequel elles ont poussé, en fonction de l'heure à laquelle, ou de la saison à laquelle vous allez aller les récolter, en fonction du mana de l'agriculteur, de l'amour qu'il met en fait à son champ, les concentrations vont varier. Et ça veut dire que si on souhaite continuer à garder ces exploitations, cette connaissance culturelle, immanquablement, on doit travailler en commun. On doit travailler en commun entre les agriculteurs, les pharmaciens, les chimistes, pour analyser la composition, certifier la composition de ces composés. Les pharmaciens pour la posologie en fonction de la composition et la concentration. Et enfin, le médecin qui va prescrire le dit extrait de plantes. Avec, là encore, toute cette particularité, je pèse bien mes mots, hein, je ne veux pas dire de difficulté, c'est juste une particularité. Et on le sait tous, lorsqu'on prépare un Lao Tahiti, c'est au minimum 2 plantes, voire pas 3, 4, 5, donc qui rend encore plus complexe en fait la détermination d'une posologie. Mais il me semble que, je pense que c'est un cycle en fait, c'est un cycle. Auparavant, il y a 40, 50 ans, la médecine ne jurait que par les molécules de synthèse, parce qu'elles avaient prouvé leur efficacité, parce qu'on pouvait mener des essais de randomisation, des essais double aveugle, etc. Maintenant, on se rend compte que la médecine dite conventionnelle est arrivée à sa limite. Et on se retourne vers finalement l'utilisation des extraits de plantes, parce qu'on se rend compte que dans un extrait de plante, vous avez une foultitude de composés. Certains n'ont rien à voir avec potentiellement l'activité biologique, mais vont permettre de préserver en fait l'état de santé, ou même par synergie vont donner une meilleure efficacité qu'un médicament seul prescrit par un médecin. Et c'est vers cela que l'on se dirige, en tout cas avec les groupes qui se sont formés, hein, aussi bien pharmaciens que médecins, on se dirige parce que c'est, on l'a vu avec la période du Covid, hein, déplacements inter-îles et inter-pays qui ont été arrêtés. Si on ne s'intéresse pas à nos ressources naturelles, on a à côté de nous tout un potentiel pharmaceutique. Et si on ne se le réapproprie pas, lorsque viendra les prochaines limitations de transport, on sera tout déconfit, quoi. On aura perdu cette connaissance. Alors que, et bien souvent, hein, on passe la tondeuse sur des plantes qui en fait ont des efficacités incroyables. On considère ça comme
de la mauvaise herbe, mais cette mauvaise herbe, en fait, elle a un potentiel incroyable. Et c'est pour revenir justement sur ces feuilles de houllou. À l'heure actuelle, du houllou, on connaît que le fruit. Et les feuilles, on les balaye, et après, on fait un feu dessous le pied, alors qu'il y a une richesse, en fait, à exploiter ces végétaux, ces plantes. Et j'ai l'impression que ça découle essentiellement d'un manque de connaissance de ces plantes. Après, il y a l'impulsion politique, je suis d'accord. Pardon ? Après, il y a l'impulsion politique. Ça, on doit impulser Oui. au niveau organisationnel, faire se rencontrer les gens. Ou en tout cas, être présent pour que ces différentes disciplines, différentes expertises, experts, puissent se discuter. Je l'ai vu lors de la réunion de lundi. On a mis un certain temps avant d'accorder nos violons, mais on y est arrivé parce que chacun d'entre nous, en fait, défend son clocher, je dirais. Mais on est tous focalisés sur ce chemin, cette voie qui est celui donc de réappropriation de nos plantes, de détermination, de réappropriation et également reconnaissance en fait de nos tradipraticiens que ça ne peut être qu'au bénéfice de la santé de la population. Il n'y a pas qu'une seule forme de médecine, il y a plusieurs formes de médecine. Et tout ça, ça doit être au bénéfice de la santé des gens de Polynésie. Nirvana, Philippe, Timeri, quelles sont les prochaines étapes pour vous à votre niveau sur la valorisation de cette pharmacopée traditionnelle dans le contexte dans lequel vous vous êtes inscrit? C'est ce que disait Taïvini maintenant, il y a énormément de plantes, donc petit à petit on rentre dans certaines plantes. Le seul problème qu'on a, c'est qu'en effet, quand Taïvini parle du Avaro, nous quand on fait des distillations, donc c'est pas la médecine traditionnelle, c'est pas quand on va prendre 3 racines, etc. Là c'est 50 kg, minimum 30 kg, 50 kg. Alors si vous trouvez quelqu'un qui peut me ramener 50 kg de Avaro, je suis preneur. Voilà. Bon, là on vient de finir les oreilles d'âne, tu connais, voilà, les oreilles de belle-mère, là, qui font partie de la médecine traditionnelle. On a trouvé des résultats très intéressants. Mais là aussi, on ne pourra jamais en avoir des centaines de kilos. Sauf si l'agriculture se développe dans ce sens, c'est-à-dire dans un sens d'un but d'exportation de nos ressources de plantes médicinales. Là, oui. Je pense que là, il y aura quelque chose dans l'avenir. Mais est-ce qu'on le verra? Je ne sais pas, mais ça peut être très intéressant, puisque beaucoup de gens nous le demandent. Et juste un petit détail, je reviens toujours sur le Ria Tahiti, les premières études. On avait eu des gens qui sont venus nous voir, c'était à Los Angeles, dans un salon où on présentait nos premiers hydrolats. On a eu des Canadiens qui étaient venus pour nous dire, ça nous intéresse, est-ce que vous pouvez nous en envoyer, est-ce qu'on peut travailler avec vous? Et ils sont venus nous voir 1 an ou 2 ans après, en nous disant, ben voilà, on a créé les phytothérapies en parallèle avec les chimiothérapies à l'hôpital de Montréal, au Canada. Super, on a dit c'est génial. La seule chose qu'ils nous ont demandé en disant, mais est-ce que vous êtes capable de nous fournir 1 tonne par mois? C'est tout, ça s'arrête là. C'est tout. Mais c'est pour dire le potentiel qu'on a par rapport à partir du moment des travaux qu'on a déjà faits, qui ont été bien avancés, que ce soit par l'université, que ce soit par le privé, voilà. Donc on a ce potentiel qui est énorme. Un autre potentiel dont je parlerai, et Taïvini bien sûr a été preneur là-dedans, c'était l'histoire de notre fameux tiare, notre fleur de tiare, notre Gardenia tahitensis, qui, comme vous le savez, fait partie quand même d'une tradition, une macération pour avoir notre monoï, l'appellation d'origine. Notre monoï de Tahiti, c'est quand même macération des fleurs de tiare. Quand on a fait les premières analyses, on s'est aperçu, comme disait Taïvini tout à l'heure, tu avais parlé du motoï, je crois, ou d'autres plantes, on a trouvé dedans du benzyl salicylate, c'est-à-dire donc l'aspirine, donc c'est-à-dire un anti-inflammatoire. Donc ceci explique cela. Maintenant, on peut dire que notre monoï, pourquoi il a assez bien fait après un bain de soleil, après des inflammations? C'est parce que dedans, on a notre fleur de tiare qui, elle, a des propriétés anti-inflammatoires. Maintenant, on le sait. On a décodé dans la fleur de tiare, dans le gardénia, on a décodé l'existence de ce principe actif qui, en fait, est du salicylate, donc de l'aspirine, donc un anti-inflammatoire. C'est énorme aussi pour nous, pour notre monoï. Pour l'exporter, maintenant, on peut jouer là-dessus en disant, vous voyez, nous, on utilise des fleurs de tiare, dans ces fleurs, on a du benzyl salicylate, on a un anti-inflammatoire. Et ça, prouvé par la science, par nous. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant.
et qui mérite que d'être développé, puisque en fait, il faut que, puisque notre bel avion là, il a la belle fleur sur de tiare, il faut que nous, cette fleur-là, elle soit reconnue comme étant un symbole, le vrai symbole de notre pays. On comprend bien la problématique qu'il faille vraiment une synergie d'action entre les agriculteurs, la science, la pharmacie et le politique. Est-ce que on n'oublie pas un peu le public là-dedans, la population, je veux dire, en fait pas qu'on oublie, mais est-ce que du côté de la population, est-ce que la réponse, enfin quelle est la réponse en fait du public face à ces des patients? Oui, des patients, pardon. Nous, tous les jours, on est au comptoir, hein, donc ceux qui sont vraiment, comment on peut dire, ceux qui sont ouverts à ce genre de médecine, c'est pratique. Enfin, 70% pour moi, c'est des Polynésiens. 80% même. Hein. C'est dû, pardon, Polynésiens. C'est-à-dire que notre patientèle est polynésienne pour... moi, je ne dis pas que c'est des Rao Tahiti, hein, parce que comme on voit dans le reportage... On l'entend bien dans le film. Rao Tahiti, c'est depuis petit, les massages, etc., Rao Fati, Rao Hea, etc. Nous, on n'est pas du tout dedans. Nous, on est vraiment dans ce qu'on appelle l'homéopathie des plantes, en fin de compte. Donc, les gens sont... très, 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 très ouverts à ce genre de médecine. De plus en plus, sauf qu'ils ne sont pas au courant. Mais d'un côté, on ne peut pas trop on peut pas en parler trop non plus. Donc c'est un peu compliqué pour nous, mais on continue, on lâche rien. En tout cas, personnellement, j'essaie de conseiller au maximum d'hydrolat. Surtout quand il y a des chimiothérapies, des radiothérapies, des choses comme ça. Et surtout quand on voit le résultat. Donc ça, pour nous, c'est vraiment une satisfaction à 100%, je pense. C'est ça. Donc juste dire aussi qu'après le Covid, on en parlait, que vraiment maintenant il y a un retour au naturel. Les gens veulent du naturel après le Covid. Donc on a beaucoup de demandes justement par rapport à ce regain du naturel maintenant. Je crois que la chimie, elle a montré ses limites dans justement l'épisode qu'on a connu. Et les gens sont demandeurs du naturel. Donc si on leur apporte justement ce type d'indications avec nos plantes, ils sont vraiment... Et ce qui est intéressant, comme dirait Steph, c'est qu'on a un retour qui est positif. Et c'est pour ça qu'à l'heure actuelle, on a vraiment une augmentation, parce que ça se dit de bouche à oreille, etc. Bon, on attend, c'est vrai, comme dirait Stéphanie aussi, une certaine légalisation, compléments alimentaires, etc., par la santé, parce que, pour l'instant, on n'est pas réglementaire. Hein. On importe des produits qui sont à peu près de ce style-là, mais nous, localement, on n'est pas habilité pour l'instant à être vraiment ouvert. Donc on attend un peu ça, comme tu dis, pour la population. Parce que ce qu'on fait ça, c'est plus pour nous maintenant. On ne sera jamais milliardaire, millionnaire. Il ne faut pas se leurrer. Par contre, la population, elle, peut revenir à tout ça et peut être aidée par rapport à ce qu'on développe, aussi bien nous, dans le privé, qu'au niveau, par exemple, de l'université, de toutes les recherches qui sont faites. Je pense que ça, c'est important pour la population. C'est pour ces gens-là qu'on se bat, pour la population actuelle, pour nos enfants et nos petits-enfants. Voilà. Dans les méthodes de soins traditionnels, il y a aussi une certaine part qui est laissée au côté spirituel. De ce côté-là, comment est-ce que vos patients alors on le voit un peu dans le film avec les séquences de soins avec les tradipraticiennes, avec Jenny notamment à l'hôpital. Cette manière de soigner nous est vraiment particulière. Hein. On ne voit pas ça dans les sociétés occidentales partout. Est-ce que les patients que vous suivez, que vous soignez, font en plus d'utiliser les hydrolats ou les soins que vous leur conseillez, est-ce qu'ils font aussi appel à ces techniques de soins? Alors, les techniques de soins qu'on voit dans le film, c'est uniquement un process qui existe avec Dr Para et les tradipatriciens. Nous, on n'a pas... au comptoir, on a des patients qui sont premier stade, deuxième stade de cancer, ou
voilà, eux, ils ont vraiment des cas beaucoup plus lourds hein, par rapport aux tradipraticiens. Et voilà. Je ne sais plus c'était quoi. Du coup, je suis partie sur... Oui, du coup, voilà. Non, donc, les patients... Oui, forcément, il y en a qui font des Rautheiti à côté, il y en a qui font des massages. Mais la plupart du temps, c'est des gens qui ne font pas non plus, qui prennent que les hydrolats. D'accord. Si je peux me permettre, néanmoins, hein, le message qu'il y a à faire passer, c'est que les personnes qui prennent des Rautheiti ou des hydrolats doivent continuer à consulter leur médecin pour voir justement l'évolution de leur statut sanitaire, de leur maladie. Et voilà, c'est ce qui est réalisé. C'est pour ça que finalement, de bouche à oreille, ça se transmet. Après, je voudrais rajouter aussi qu'au niveau de certaines mairies, elles organisent des sessions hein, de réflexion sur les Rautheiti. Ça a été le cas de la commune de Paia. C'est le cas aussi de la commune de Fa'a, où une fois par mois se réunissent des tradipraticiens pour discuter de ce transfert de connaissances. Je demande à chaque fois à mon chargé de recherche d'y participer parce que malheureusement, je n'ai pas autant de temps que je pourrais le souhaiter. Mais c'est important d'avoir ce transfert de connaissances. Et après, ça va être aussi important au niveau des écoles de faire cette réappropriation de la description déjà de nos plantes, la description de nos poissons. Actuellement, force est de constater que nos jeunes connaissent mieux l'évolution d'un Pokémon que l'évolution ou la dénomination des différents stades d'un pêcheret, d'une caron, quoi. Pouharé, pêcheret, etc. Et ça, cette transmission du savoir culturel est important, plus qu'important. Oui, ça rejoint exactement une discussion, une autre table ronde qu'on a eu dans la semaine sur les langues polynésiennes dans les médias. Et c'est vrai que cette transmission, elle se fait essentiellement par la langue. Est-ce que, alors on arrive bientôt à la fin de cette table ronde, mais la méconnaissance qu'on peut avoir de nos plantes, moi j'ai l'impression qu'elle vient aussi d'une méconnaissance de la langue, peut-être principalement ou pas, mais néanmoins on trouve quand même des personnes, sans parler de Taoua forcément, mais de personnes qui connaissent ces plantes. Est-ce que vous travaillez avec elles? Et de quelle manière en fait ce travail se fait? Oui, bah c'est évident. Très régulièrement, il y a des gens qui viennent nous voir, donc comme tu dis, qui viennent nous voir en nous parlant de certaines plantes, en disant voilà, moi j'ai cette plante, qui donne un nom souvent tahitien, que des fois je ne connais pas, je suis obligé de dire mais c'est quoi cette plante? Pour me dire, ça serait bien que vous fassiez une analyse, que vous fassiez des hydrolats de ce type de plante. Là, dernièrement, on a eu ce matin déjà quelqu'un de Wauka qui nous envoie par la Ranui des plantes, des fleurs qui, disons, au début du siècle, ont soigné la lèpre. Et pour eux, cette plante-là, cette fleur-là, pour eux, ils estiment qu'il faut maintenant que la science décode cette plante. Donc ils nous envoient ça en disant, faites-nous des recherches, dites-nous qu'est-ce qu'il y a dans cette plante, on a besoin de savoir. Ils font un très bon miel, ils font des... Ben, tu connais, Taïvin, c'est moi que je te dis. Voilà. Et donc là, on est aussi avec ces personnes-là, donc qui viennent nous dire en disant, mais est-ce que vous pourriez faire quelque chose pour nous? Parce qu'on croit en ces plantes, on sait qu'elles en soient, mais donnez-nous la valeur actuelle de cette plante. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a dedans, qu'est-ce qu'il y a, parce qu'elle a soigné tellement de monde chez nous que vraiment on a besoin de savoir maintenant. Donc voilà, pour répondre à la question, qu'on a régulièrement des appels comme ça. Alors bien sûr, on va les traiter avec nous, l'université, Taïvini et les hydrolats et tout ça, parce que ça sera très important pour que par la suite, justement, les gens, même des marquises, savent exactement qu'est-ce qu'il y a vraiment à l'heure actuelle, en 2024, dans ces plantes. Voilà. Et ça, c'est notre but tous les jours de voir un peu ça et d'avancer. Donc on envoie régulièrement des analyses à un gros laboratoire qui est agréé en métropole internationale pour les hydrolats, les choses comme ça. Voilà. Et dernier point aussi, on est beaucoup en contact avec, et on travaille avec Taïvini pour ça, avec le CAVA, puisque le CAVA, il y a eu des grosses réunions au niveau du Pacifique Sud.
Et c'est vrai que le kava est quand même une plante qui est traditionnelle ici. Alors comme vous le savez, l'Europe, enfin la métropole, interdit l'utilisation du kava. Donc là, je rejoins un peu ce que disait Tavini tout à l'heure, on a ce problème-là, alors qu'il faut savoir que les bars à kava sont libres. Il en existe en Calédonie. À l'heure actuelle, c'est en train de faire un boom aux États-Unis, puisqu'à la 5e avenue à New York, ils ont un Akamale, donc un bar à kava qui toutes les stars, tous les hommes politiques viennent à la 5e avenue à New York pour prendre ça. Ils vont en ouvrir, je crois, ou ils en ont déjà ouvert à Los Angeles. C'est un boom dans le monde. C'est dommage que nous, on n'en fasse pas partie. Hein, tout ça parce que c'est interdit, comme je dis, en métropole. En Europe, ça a été interdit et je pense qu'il faut revenir là-dessus parce que le kava, quand même, on en parlait encore l'autre jour. Je crois que vous avez fait là, ici, la cérémonie du kava. Absolument. Vous étiez hors la loi. Comme nous le sommes, n'est-ce pas? Voilà, voilà, nous sommes tous des pirates et hors la loi. Tavini, si tu veux peut-être rajouter un petit mot. Oui, je ne vais pas faire l'apologie d'être hors la loi, mais en tout cas, c'est cette réappropriation de nos plantes. Le kava, alors pas le fruit, hein, bien entendu la racine, a fait partie de ces plantes qui ont été embarquées par les Polynésiens sur leur pirogue. Donc, immanquablement, elles avaient une utilité. Ils n'allaient pas s'embêter à prendre cette plante et franchir des milliers de kilomètres sans avoir une utilité pour planter cette plante une fois arrivée sur nos îles. Et ça, c'est encore plus important de l'avoir en tête, d'autant que comme tu le dis justement, nos cousins calédoniens ont des nakamal, des barakava. Les Wallisiens ont gardé toujours cette coutume. Et puis maintenant, les États-Unis le commercialisent et on l'utilise parce que ça permet de se reposer, de se relaxer. Hein, c'est l'équivalent des anxiolytiques, du Lexomil, mais sans avoir tous ces effets secondaires potentiels. Peut-être qu'en effet, on devrait commencer par les cérémonies du kava pour apaiser les esprits de façon globale. Ça serait en effet quelque chose de très intéressant à faire se revivre. Oui, et puis honnêtement, même si c'est officiellement interdit, je connais peu de gens ici qui n'ont jamais bu de kava ou n'ont jamais eu l'occasion de le faire, même sans en boire. C'est un peu comme beaucoup de choses, un peu une hypocrisie sociétale des fois. Et puis quand on se rend compte, c'est vrai que c'est compliqué quand même. Mais malgré tout, ça reste de notre histoire, de notre patrimoine. Et du coup, j'aimerais vous laisser le mot de la fin à chacun. On arrive au terme de cette rencontre. Et puis voilà, que vous donniez rapidement un peu votre ressenti sur tout ça, sur tout ce dont on vient de parler. Je vais peut-être commencer alors. Je suis reconnaissante à ma grand-mère d'avoir donné naissance à mon père qui m'a qui a permis que j'arrive au monde. Donc en fait, c'est pas par hasard si... au début, je croyais que c'était un hasard. Comment est-ce que j'ai pu aller faire des études de pharmacie? On était en Nouvelle-Calédonie. Jamais on aurait imaginé d'aller faire des études de pharmacie en plus. Bon, après, je rencontre un pharmacien militaire en plus. Donc après, on a une fille qui devient pharmacienne. Donc en fait, je crois qu'il n'y a pas de hasard. Ma grand-mère, elle soignait déjà comme ça. Donc en fait, c'est la suite. C'est pour ça que maintenant, bon, c'est vrai que tout ce qui se passe dans le monde, etc., nous, ça fait rien de nous. On va continuer sur notre chemin. On va continuer. Puis bon, la nouvelle génération, si elle est sur ça, oui, tout le temps, ce sera peut-être la génération d'après qui en aura besoin de ces informations-là aussi. Mais nous, voilà, non. Donc il n'y a pas de hasard sur notre chemin de vie. Donc il n'y a pas de hasard. Si je suis devenue pharmacienne, si on a une fille qui est pharmacienne aussi, donc je crois qu'il n'y a pas de hasard. Et qu'on travaille en plus sur les plantes, et les plantes avec lesquelles ma grand-mère soignait. Elle avait des sacrées connaissances, elle avait toujours elle avait des visions. On se demandait comment elle les avait. Elle avait des visions.
Puis elle disait, tiens, il y a un bébé qui arrive demain. Puis le lendemain, le bébé arrivait. Parce qu'il n'y avait pas de téléphone à l'époque. Bébé arrivait avec la maman. Ah oui, bébé est malade, il faut aller chercher telle. Troisième feuille, telle plante, telle plante, telle plante. Et quand le bébé arrivait, donc elle discutait avec la maman, et à la fin, c'est maman qui était soignée. Donc voilà les connaissances qu'elle avait. Donc en fait, je pense que on a hérité de tout ça, et puis voilà, nous on est sur le chemin. Moi je dis que nous on avance. Quoi qu'il se passe sur la Terre, nous on avance sur ce chemin-là. On verra bien comment les choses vont se réaliser, se remettre en place, je sais pas. On verra. On ne peut pas savoir comme ça. Du coup, je continue. Du coup, je pense que c'est pareil pour moi. Si je fais ce métier, c'est vraiment par instinct, en fait. Des fois, tu sors de l'homéopathie, tu sais pas, mais ça vient tout seul. Ou tu fais des conseils, ça vient tout seul. Je pense que il y a beaucoup de pharmaciens qui ont perdu certainement ce côté herboristerie, intuitif, soigné par les plantes. Aujourd'hui, ils sont plus, tout le monde est sur un lobbying un peu marketing, blablabla. Et nous, c'est pas du tout notre. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas du tout mon objectif. On est vraiment basé sur soigner notre patientèle d'abord, avant tout, et soigner par les plantes. Voilà. Donc ce film, La Troisième Feuille, c'est certainement, pour moi, c'est un petit peu le bébé, on va dire. Et il y aura peut-être d'autres bébés, en fait. Voilà. Je pense que il y a beaucoup de choses à faire évoluer, et justement ce côté mystique et intuitif, pourquoi pas faire quelque chose dessus aussi, parce que on oublie beaucoup aujourd'hui. On veut prendre un médicament, il faut que ça soigne tout de suite. En fait, on oublie qu'il y a 70% de la maladie qui est soignée par le mental, par le conscient, l'inconscient. Et peut-être, pourquoi pas, travailler sur ça aussi. Sur notre projet, peut-être. Voilà pour moi. Voilà, le dernier de la famille. C'est moi. Donc, simplement pour remercier un peu Taïvini d'être là, parce qu'on a été quand même... On a travaillé très longtemps ensemble, et j'espère bien sûr qu'on travaillera encore très longtemps ensemble. Dire un peu déçu que notre troisième larron, qui s'appelle Francine Baudry, qui est à Montréal, n'a pas pu venir à cause de ce que vous savez. Elle est à Montréal, donc elle devait venir, et c'est une des cofondatrices des hydrolats avec Taïvini, moi, et le directeur du laboratoire européen, qui, voyant nos analyses et voyant ce qu'on avait comme plante, a dit moi je veux venir avec vous pour être dans les publications, être dans votre brevet et tout, parce que je pense que vous avez fait des choses extraordinaires, et moi je veux participer à l'aventure. Donc ce monsieur est parti à la retraite, mais on est toujours en bonne relation avec lui. Et juste aussi pour un petit détail par rapport au côté holistique, dire simplement qu'à un moment, on se disait, on va proposer nos hydrolats, et comment. Et à ce moment-là, j'ai un jeune qui était venu, je me souviens, qui était de Païa, et un jeune aussi qui était vraiment accro sur les plantes, etc. Et on parlait, et il dessinait, et je lui dis, qu'est-ce que tu vois qu'on pourrait dessiner Et il m'a dessiné un tiki. Sauf que la tête du tiki, elle était hawaïenne, le milieu c'était le tahitien, et le bas c'était le maori. Et on a fait ça, et on a déposé le dessin à l'INPI en France. Et ce dessin, on l'a amené à un graveur qui nous a mis ça sur tous nos flacons. Donc nos flacons ont quand même ce mana qui est fait par ce tiki polynésien. Il fallait le faire, hein, ce tiki, voilà. Et c'est vrai que quand on va aussi bien à Hawaï qu'à Rotorua chez les Maoris, pour ceux qui connaissent, quand on monte notre flacon, il y a toujours quelque chose qui passe, disant, mais voilà, c'est pas un flacon normal, voilà, c'est tout. C'est juste un aparté par rapport à tout ce qui a été dit. Aussi, que ce côté-là est très important. Et on le fait remarquer quand on va sur des conférences à l'extérieur, ou même des salons. Moi, j'étais à Fort de Marseille, il y avait une petite conférence sur nos plantes. Et justement, on a montré ça en expliquant que, voilà, notre mana, c'était ça. On avait une mana qui était... les gens ont du mal à comprendre dans certains cas, mais nous, on sait pourquoi. Voilà. Donc moi, pour conclure, ma conclusion, c'est que, comme disait Nirvana, on va continuer dans le sens, avec les petits moyens qu'on a, parce qu'on est une entreprise polynésienne à 100%, je ne dis pas à 99, à 90, on n'a rien derrière, on est polynésienne, et on va continuer à travailler ici avec la population, et surtout avec les jeunes, et on va continuer à augmenter notre capital plante, pour de plus en plus essayer de couvrir toute notre pharmacopée polynésienne. Voilà, c'est notre but, c'est notre espoir. Et maintenant, il faut qu'on transmette ça aux générations suivantes pour pas qu'ils oublient. Voilà, c'est mon but. Pas d'oubli, et surtout, on va vers l'avant. Comme on disait en rugby, moi qui suis un ancien rugbyman, c'est pas Namori, c'est Namoa. Ok? Voilà. Pour ceux qui comprendront, Namoa.
Davini. Et pour moi, je rejoins en effet aussi les paroles de Nirvana. Je pense qu'il n'y a pas de hasard. J'ai été élevé en petite enfance par mes grands-parents à Roué, par le capitaine Maria Ateai et ma grand-mère Hélène Teai, mais Taputo Farerani. J'ai grandi dans la bibliothèque du grand-père où, à l'époque, on n'avait pas Internet. Donc, il y avait plein d'encyclopédies et je feuilletais ces livres d'animaux, de plantes. Et petit à petit, je me suis imprégné. Je me rappelle même avoir lu à l'époque un livre de l'Orstom. Alors, l'Orstom, c'est l'ancien IRD, où des chercheurs étaient partis en Nouvelle-Calédonie pour travailler sur le champignon hallucinogène. Et ce qu'il décrivait était pour moi complètement abracadabrant, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure, c'était des chimistes, au fur et à mesure de la préparation de l'extrait, ben, ils goûtaient l'extrait pour avoir un suivi de l'effet psychédélique, quoi. Oh là là, dis donc, ceux-là, c'était pas des... ouais, ils avaient vraiment cette notion d'expérimenter et puis d'aller à la découverte. Et donc, moi, c'est ce qui m'a toujours passionné. Il n'y a pas de hasard dans la mesure où j'ai souhaité, à un moment donné, avoir ce plus haut diplôme universitaire et de le conforter par l'habilitation à diriger des recherches, c'est-à-dire transmettre ce savoir, former de jeunes docteurs polynésiens à cet amour et cette passion de la découverte de nos ressources naturelles. Parce que on est dans un monde maintenant où on doit approfondir nos connaissances, approfondir notre expertise. Ce qu'ont connu nos anciens était immanquablement très très riche, mais maintenant on le sait, pour avoir l'autorisation de commercialisation, et notamment dans le secteur médical, on doit être en mesure de définir quels sont les composés qui ont ces activités. Et maintenant, j'ai dû passer le relais à ma collègue universitaire, mais je continue ce relais-là en diffusant ce message, cette fois-ci en tant qu'organisationnel de légiférant. Et donc, je crois qu'il n'y a pas de hasard par rapport à ça. Merci. Je suis aussi très d'accord avec Nirvana. Il n'y a aucun hasard dans tout ce qu'on fait. Et cette table ronde en est un très bel exemple. Merci sincèrement à tous les quatre pour le temps que vous nous avez consacré, pour votre considération. Et puis d'avoir partagé autant avec nous et avec nos internautes autour de ce thème. Merci à vous qui nous avez suivis pour cette table ronde un peu longue, je sais, mais c'était pour moi en tout cas très passionnant de partager tout ça avec nos invités. Merci encore et à bientôt.